Coucou mon pompon. Pom, 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 pom. Oui bon, c'est le retour de la même vanne moisie pour ce nouvel épisode consacré à nouveau à l'univers de Game of Thrones. Je t'invite à aller écouter le premier, l'épisode 13, sur Tyrion Lannister et l'exercice numéro 1 des mains si tu aimes cet univers. Dans cet épisode, je me gossais d'ailleurs d'avoir rapidement désaimé Daenerys, genre milieu de saison 2, ça va, c'est pas l'archouma. Petite pensée émue à celles et ceux qui sont actuellement en train de serrer les dents en séance de détatouage. Daenerys, elle avait tout pour me plaire. Un personnage féminin oppressé, en apparence fragile, qui déploie ses ailes de dragonne pour libérer les enchaînés et run the world comme Beyoncé, sur le papier, I bend the knee direct. Mais tu sais, avec le temps et la vieillesse, j'ai les genoux fragiles et j'accorde avec prudence mes allégeances. Surtout que dans GOT, tu comprends très vite que tout peut arriver et que tu peux rapidement tomber de haut. T'as qu'à voir Bran saison 1. Oui, oh bon, on peut avoir un humour moisi et noir, c'est pas contradictoire. Ne t'inquiète pas, mon pompon. Si tu kiffes toujours le perso, je vais pas passer l'épisode à la casser. Au contraire, je vais essayer de montrer comment elle s'est trompée, ce qui a dérapé. Mais je vais avant tout lui reconnaître une vraie sincérité dans son rapport à la justice et son envie initiale d'être une bonne reine. Ah bah tant mieux parce que moi, même si la femme a hérissé tous les poils du pompon, je l'aime quand même beaucoup, Daenerys. Bon, ça m'étonne pas, mon pompon. C'est parce qu'elle respecte les petits. Elle-même n'est pas bien grande d'ailleurs. C'est ce qui lui vaut l'amour presque inconditionnel de Tyrion, justement. Elle l'adoube en un mot. I name you Hand of the Queen et boum, le gars est in love forever. D'ailleurs, c'était assez ironique leur première rencontre. Il se présente pour lui proposer ses services de conseiller et il lui explique qu'elle ne sait rien de la terre qu'elle va devoir conquérir, qu'elle ne connaît rien à la politique particulière de cet autre monde. Et elle lui répond « J'ai une large armée et des gros dragons, bébé !» Mais lui rappelle, et ce sera prémonitoire, que killing and politics are not always the same thing. Et oui, ce sera bien tout le problème pour Daenerys, cette absence de mesure. C'est toute la dualité du personnage, à la fois fragile et indestructible, intime et protocolaire. Penchons-nous donc aujourd'hui sur celle qui a perdu en chemin vers son trône l'ancrage de ses valeurs premières. Daenerys Stormborn of House Targaryen, first of her name, the Unburnt, Queen of the Andals, the Rhoynar and the First Men, Queen of Meereen, Khaleesi of the Great Grass Sea, Protector of the Realm, Lady Regnant of the Seven Kingdoms, Breaker of Chains and Mother of Dragons. Ouais, surtout Queen of the Barbuck. Cette liste. Je sais pas toi, mon pompon, mais moi, j'en pouvais plus à l'époque, à chaque fois que la Missandei s'embarquait dedans. Franchement, c'est bon, Frangine. T'as pas besoin de nous réciter le CV complet de la go. On a compris, c'est la Khaleesi et elle a des dragons. Tiens, ça me fait penser à Molière. Ah, alors, tu l'avais pas vu venir celle-là? Eh ben, moi non plus, j'avoue. Dans Georges Dandin, le beau-père du gars, c'est un noble, mais de la Cambrousse. Et lorsqu'il rencontre un gentilhomme de la Haute, il lui déroule tout son pédigré sur des siècles pour se présenter à lui. L'autre ne se présente pas, il n'en a pas besoin. Molière montre le ridicule du beau-père prétentieux et au passage méprisant avec son gendre qui, lui, n'est pas de la noblesse. Quand tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Rappelle-toi la rencontre avec Daenerys et Sansa. Il y en a une, elle arrive, bling bling, c'est moi la Mother of the Dragons, bend the knee, tout le tralala. Sansa ne se présente pas. En revanche, elle démontre par l'action son rang de Lady of Winterfell, en gouvernant de façon pratique. Comment qu'on va nourrir ces bestiaux-là au juste? Et où c'est qu'on va loger tout ce monde-là qu'elle demande, en bonne gestionnaire qu'elle est? Manière fort parlante de dire à la Khaleesi,
Meuf, redescends, tu viens pas gratos en fait, c'est nous les hôtes et on t'a pas attendu pour gérer. Hop là, lunettes de soleil imaginaire, move bitch. Daenerys, la gestion, c'est son point faible. Parce que finalement, elle a été très peu fixe. Elle a été cachée, recluse, puis nomade et enfin conquérante. Elle ne sait rien des réalités pratiques d'un royaume. Ça s'est grave vu à Meereen. Mais au-delà du clinquant ostentatoire, elle n'a pas, au début en tout cas, de mépris de classe. C'est justement ce qui la différencie du beau-père prétentieux dans Georges Dandin. La valeur des compétences est la seule carte de visite qui compte. C'est ainsi qu'elle s'attache les services et la foi inconditionnelle de ceux qui n'étaient rien. Missandei, interprète de marchand d'esclaves qui devient sa porte-parole et son ami. Les Unsolides, dont les membres sont une armée de mutilés qui sont réduites littéralement à l'état d'outils. Les Dothraki, jugés comme des sauvages dont l'existence est à peine notifiée par le monde entre guillemets civilisé. C'est ceux-là, autant que sa noblesse ancienne et son droit légal à l'accès au trône, qu'elle porte en bannière dans son interminable présentation. Elle est la reine libératrice des petits. En vrai, ça tiendra pas très longtemps, nous y reviendrons. Mais pour le moment, penchons-nous sur la symbolique très forte liée à ce personnage. À commencer par le choix des couleurs. Daenerys, c'est d'abord une nymphe, vierge, pure. Je te parle symbolique, hein. Vierge et pure, c'est pas relié la vérité. Elle est tout de blanc fluide vêtue. Elle adopte ensuite la tenue plus en peau rudimentaire des Dothraki. C'est son temps d'apprentissage, de changement de peau, justement. Bim, vient le moment de la mue, à poil dans les flammes, naissance of the unburnt. Ensuite, Coraton. Pas mal de bleu et de blanc. Ce sont des couleurs très Marjorie Tyrell, par ailleurs, sauf que celle-ci les porte plus vives et plus courtisanes, alors que la Khaleesi est une Vestale ou une déesse d'Égypte. Mais dans les deux cas, ce code couleur renvoie à l'image de la compassion, de la noblesse et du sacré. Ce sont les couleurs de la Vierge Marie, par exemple, tu vois. Marjorie se fait aimer en montrant sa charité, sa proximité avec le peuple. C'est aussi le premier move de Daenerys. Note aussi que les deux seront perdus par leur attachement à faire valoir leur supériorité. Marjorie manque cruellement de prudence en humiliant régulièrement Cersei. Et bim, feu grégeois dans son petit minois. Daenerys, le feu est en elle. Et elle est un peu en mode « en fait, comme je vous brûle pas tous comme des misérables insectes, vénérez-moi, wesh !» Mais c'est pas comme ça qu'on chope l'amour. C'est pas « je te tue pas, donc je te donne la vie ». On n'est pas dans la fable du lion et du rat. De plus en plus, Daenerys va se faire admirer comme conquérante. Moins de robes fluides, plus de cuirasse. Le cœur s'aigrit, s'assombrit, et les flammes refroidies au contact du nord aboutissent à des tenues noires comme la lave de Dragonstone. D'ailleurs, les trois reines sont en carapace noire, Sansa, Cersei et Daenerys. Elle veut aussi se conformer à ce nouveau monde qu'elle ne connaît que par l'enseignement qu'elle a reçu et dont elle tente de mimer la charte esthétique. Daenerys s'emprisonne de plus en plus dans ses vêtements rigides. Elle se perd. Notez qu'elle perd aussi ses dragons en route. Le rouge, Viserion, qui deviendra blanc puisque les White Walkers éteignent toutes les flammes. Le vert, Régale, le plus sympa à mes yeux, curieux comme tout. Le vert, c'est l'espoir et l'union. Il sera d'ailleurs un temps très bref la monture de Jon Snow, celui-là qui n'ose nothing et qui batifole à la casse-coude avec Tata Khaleesi. Gros clin d'œil au récap rigolo de Mimi Hegel, je peux pas m'en empêcher, j'ai beaucoup trop ri. Il ne reste que l'indomptable et sauvage Drogon, le dragon noir, comme moment. T'as capté, on nous raconte l'histoire d'une corruption progressive des valeurs, de l'icône charitable et lumineuse au gourou sombre qui brûle tout. Ce qui est particulier chez Daenerys, c'est qu'elle n'a pas elle-même de capacité de guerrière. Elle est intelligente et surtout adaptable, en tout cas jusqu'à son arrivée dans le Nord où elle a perdu un peu en souplesse et réclame l'adhésion comme un dû au lieu de se l'attirer par les faits.
À la belle époque, vas-y que je te bouffe un cœur cru sans moufter histoire de faire partie du boys club des Dothraki. Elle sait faire sa place dans un milieu qui n'est pas le sien. Mais surtout, elle sait s'entourer. En dehors de ne pas pouvoir brûler, bon, c'est pratique, demande à Thunder Clegane ou à Shireen Baratheon leur avis sur la question, je pense qu'ils et elle te répondront que c'est même primordial. Mais en vrai, bon, c'est pas non plus le truc que tu utilises tous les jours en combat. En dehors de cela, elle a peu de skills. Ce qui fait que tout le monde ferme sa bouche, c'est quand même qu'elle a des dragons en fait. Et avant ça, elle avait le plus grand accroc des cales pour mari, sans compter que l'insupportable amoureux transi Jorah Mormont veille sur elle jusqu'à en dépasser sa propre mort. Si, guérir de la maladie de Pierre ou rester debout tant qu'il y a du White Walker autour de la reine alors qu'on pisse le sang de partout, c'est dépasser sa propre mort. Bon, si on s'en tient à cela, Daenerys est une fleur que l'on protège, une princesse quoi. C'est un peu vrai, mais c'est très réducteur. La capacité de combattante de ce perso, au-delà de s'attirer les bonnes protections et de rien lâcher tel un pitbull accroché à son nonos, le rôle qu'elle veut adopter, c'est d'être un bouclier. C'est une posture dont nous reparlerons la semaine prochaine avec un personnage qui a réussi à prendre le chemin de ses valeurs, Lagertha. Le bouclier, c'est puissant. En gros, t'as deux types de guerriers-guerrières très bien représentés dans la mythologie gréco-latine par Mars ou Arès, un gros teubé BG qui passe son temps à attaquer, c'est le glaive, et de l'autre côté, Athéna ou Minerve, une sage qui pratique la tactique de défense. C'est ce que propose d'abord Daenerys. Elle résiste à tout et elle sait ce que c'est que d'être opprimée. Elle offre les ailes de ses dragons en auvents gigantesques à l'abri desquels les esclaves du monde entier pourront se réfugier et trouver leur liberté. C'est super. C'est juste et c'est jubilatoire de l'avoir maltraité les maltraitants. Mais c'est là qu'on devine aussi qu'elle va vriller. Elle va vriller parce qu'elle ne veut pas seulement libérer, incarner une nouvelle manière de régner, être la reine des opprimés, la monarque mue par une mission de libération, la despote éclairée qui guide les révolutions. Elle ne veut pas un trône, elle veut son trône. Et elle ne veut pas régner, elle veut être aimée. Elle vit dans un inconfort constant durant sa station à Myrrine. Elle ne peut partir sans laisser de nouveau la place aux oppressions, mais elle ne veut pas rester. D'abord, je te l'ai dit tout à l'heure, elle ne sait pas régner. Ce qu'elle imagine être l'accueil des doléances est loin de la réalité qui va lui éclater au nez. Il ne s'agit pas de recevoir avec des yeux mi-clos de chat bienveillant la vénération du pécor. Il s'agit de dealer avec des problèmes humains hardcore. Et notamment, ces dragons, c'est une vraie plaie pour la population. Ils savent pas se tenir, les machins là. Daenerys va alors, pour être aimée, commettre l'irréparable. Elle va enfermer Viserion et Rhaegal, les enchaîner, super la briseuse de chaînes. Elle va réduire, maltraiter et trahir ses propres enfants et également ce qui fait qu'elle est, elle, Daenerys Targaryen, première de son nom. C'est d'ailleurs ce que comprend Tyrion en les libérant. Mais comme c'est trop tard, il la kiffe ce gros cœur d'artichaut, il va quand même aller jusqu'au bout à ses côtés en dépit de ce qu'elle devient. Myrrine est un frein. Daenerys veut poursuivre sa route vers sa gloire. Elle veut ce qui lui est dû. Le trône de fer, mais aussi, commence-t-elle à penser, l'amour et même la dévotion. Elle abandonne ici sa fonction de bouclier, celle qui la faisait agir par cœur, intuition et justice, et elle fait l'erreur de devenir le glaive, irascible et enflammé. Or, le glaive n'est pas fait pour être aimé. Elle perd ce qui faisait d'elle Daenerys, l'unique, et se fond à la course des prétendants et prétendantes au trône de fer. Plus encore, elle renie les valeurs qui l'ont forgée en tant qu'individu pour se confondre avec les ombres de ses ancêtres targaryens. Qu'est-ce qui a jalonné l'existence de Dany ? La mort, tout bonnement.
Ben, c'est pas comme si c'était la fête du Kingsland à gogo pour les autres persos, et Game of Thrones, c'est quand même pas avare de mort en tout genre, décapitation, raid de wedding, et j'en passe peu cher. Ah ça, la voix de la raison, Kachi. C'est vrai qu'on pourrait appliquer ce que je viens de dire à presque tout le monde finalement dans Goth. Ceci dit, là où on apprend à certaines que ce qu'on dit au dieu de la mort c'est not today, ben chez Dédé, le dieu de la mort c'est Dédé. Le Mad King a apporté ça, puisqu'il a failli génocider tout son peuple. Déjà, v'là l'ascendance. C'est d'ailleurs cette ombre qui plane sans cesse sur Daenerys. Elle a peur de devenir le mauvais monarque. Il a tout fait perdre aux siens. Elle veut être digne de sa lignée, restaurer la foi targaryenne. Elle veut d'abord être exemplaire. C'est ce qui la perd, on l'a vu. De peur d'être assimilée aux zinzins pyromanes, elle se réduit, se renie, cherche l'approbation. Elle est par ailleurs la rescapée d'une lignée assassinée, traquée, terminée, et la mère d'une espèce disparue appartenant à un temps révolu. Elle est en somme anachronique. Il n'y a pas de destin de vie écrit pour elle. D'ailleurs, que fait-elle de son horrible frère? Elle lui offre une belle couronne d'or fondu, bim, dead. Elle refuse de se soumettre aux lois de la vie et cause la fin de son mari. C'est d'ailleurs le point de bascule pour moi. Elle a fait confiance, rappelle-toi, à la sorcière issue d'un peuple martyrisé par les siens. Elle a cru s'être attiré sa sympathie, son adhésion. On en revient toujours là. Et boum, en fumade, elle n'a eu que la mort de son roi. Pour prix de tout cela, elle perd l'enfant qu'elle portait. Son corps ne donnera jamais la vie. Elle devient mère des dragons en renaissant elle-même des flammes, mais ses enfants, on l'a vu, sont des outils de mort. La mort de Viserion et Régale, ainsi que celle de Missandei, sa seule amie, achève de la transformer en Mad Queen. Daenerys n'apporte que la mort. Elle embrasse cette vérité et se nourrit de l'ivresse de ce pouvoir. Plus personne ne la trahira. Et puisque personne ne l'aimera dans ce nouveau monde, elle va offrir un désert à ceux qui l'ont suivi jusqu'ici. Voilà d'ailleurs une deuxième perte. Auparavant, elle se souciait des individus. Elle accordait son attention aux petits. Je te parle pas des pauvres Kingslandais qui n'avaient rien demandé. La scène de leur longue panique et de leur mort inexorable sous le feu de Drogon est très longue et presque insoutenable. Je te parle de ceux qui constituent son armée, ceux qui ont abandonné leur monde pour l'aider à conquérir le sien, les Dothraki et les Unsolides. Ben qui s'en soucie d'eux, franchement? T'as vu comment les fiers cavaliers du désert sont envoyés au casse-pipe en première ligne contre les White Walkers? Qui les acclame, s'en inquiète? Et Daenerys pas plus que les nordistes. Elle ne mérite plus leur allégeance que par le sang et la violence qu'elle leur promet. Mais elle les a définitivement replacés à leur rang de sauvages outils. Pas cool ça, Khaleesi. La mort a tout mangé. L'espoir des peuples qui regardent, impuissants, la guerre des puissants pour les posséder, les valeurs d'une reine qui voulait offrir un royaume aux opprimés, tout a fondu avec le trône de fer et ses épées. Aucun bouclier n'aura été forgé. Daenerys, c'est un très beau personnage. Elle est résistante, elle a réussi en très peu de temps à récupérer un rang qui était complètement inaccessible pour elle sur le papier, puisqu'elle était réduite à l'état de princesse errante, vendue en mariage par son propre frère. Horrible, normalement, elle devait avoir une vie vraiment épouvantable, d'un bout à l'autre, sans jamais pouvoir espérer remettre la main sur un quelconque trône, puisqu'elle était sans armée, sans fortune, sans rien, à part son nom, c'est ce que lui dit Tyrion dans leur première rencontre. Mais justement, ce personnage, il est terrible parce qu'il portait tant d'espoir, tant de possibilités. Elle se présentait comme quelqu'un de juste. Elle était à l'écoute de ses conseillers, de ses conseillères pour faire les bons choix, ce qui lui semblait être la bonne décision pour le peuple et pas seulement pour elle. Et puis au fur et à mesure, on a une corruption par le pouvoir, on a des déceptions,
des trahisons. Et voilà qu'en chemin, Daenerys perd complètement ce qu'il a forgé, ce qu'il avait amené jusque-là, cette forme de pureté, de droiture dans ses valeurs, parfois sauvages, les valeurs dont on parle, c'est pas une petite fleur délicate, Daenerys, elle est capable de faire des choses hardcore, mais voilà, au moins elle était intègre avec les raisons pour lesquelles elle faisait ces choses. En cours de route, elle perd complètement tout ça. Elle perd tout ça en même temps aussi qu'elle perd confiance en elle, qu'elle cherche à récupérer une estime de soi à travers un personnage qu'elle n'est pas complètement, en incarnant quelque chose de nouveau. Et puis évidemment, elle perd également sa capacité d'adaptation, qui était, je te l'ai dit en début d'épisode, une de ses qualités premières. Or, tout ça, c'est ce que propose de travailler l'exercice de relaxation dynamique du jour qui s'appelle la vivance des valeurs. C'est un exercice du 4e degré. Ça brûle. Lol, tu as compris, c'est parce que c'est chaud. Bref, j'ai un peu honte de celle-là, mais je vais la garder quand même parce que bon, j'aime l'humour pourri, tu commences à le savoir. Le 4e degré, pour la sophrologie que moi je pratique en tout cas, c'est le dernier degré. Il y a plein d'autres degrés derrière pour une autre branche de la sophrologie qu'on appelle la sophrologie caïcidienne, que je respecte tout à fait, c'est juste pas celle que j'ai choisi moi de pratiquer. Donc nous on s'arrête, ceux qui pratiquent comme moi la sophrologie non caïcidienne, on s'arrête au 4e degré avec assez peu d'exercices, un seul d'ailleurs pour ce qui est des relaxations dynamiques, il n'y a que la vivance des valeurs pour ce 4e degré, et même du côté des sophronisations, on n'en compte que 3, c'est assez peu au total, 3 dont une que je te présenterai la semaine prochaine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec le personnage de Lagertha, c'est également une sophronisation qui porte sur les valeurs. Alors, la vivance des valeurs, même si elle est toute seule du 4e degré, le 4e degré, je te le précise, puisque je ne te l'ai pas expliqué, c'est ce qu'on appelle un degré de totalisation. Si tu as suivi les épisodes précédents, tu sais que 1er degré, on est plus dans le présent, l'écoute des ressentis, etc. 2e degré, on est plus dans la futurisation, l'observation d'un état qu'on veut atteindre et puis la projection sur le futur. Le 3e degré, on repart en arrière et on va chercher les ressources que l'on possède déjà en allant chercher ce qui existe dans notre passé. Et puis le 4e degré, on vient rassembler tout ça, présent, passé, futur, et on va davantage s'occuper justement des valeurs de ce qui constitue en fait notre tissu existentiel, ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Donc c'est un petit peu plus approfondi, tu te doutes bien que ces exercices-là, on ne les pratique pas en première phase. On va travailler longtemps avec le ou la sophronisé avant d'arriver à ce type d'exercice. D'ailleurs, pour aujourd'hui, je te le dis tout net, je vais présenter cet exercice-là pour qu'il soit présent à titre d'exemple, mais vraiment, là, je ne te conseille pas de le pratiquer parce que ça n'aurait aucun sens de le faire de manière aussi déconnectée d'un protocole et sans avoir passé certaines choses au fur et à mesure. C'est un exercice qui est très intéressant en soi, qui mérite d'être fait et qui permet vraiment de se reconnecter avec ses valeurs profondes. Et l'idée, en fait, c'est l'idée d'évocation. Chaque intention va commencer par le terme évoquer. Évoquer ses capacités, évoquer son adaptation, évoquer sa réussite pour préparer un événement, évoquer bien sûr ses valeurs pour enrichir ses motivations, et aussi évoquer sa fierté de porter ces valeurs-là pour restaurer l'estime de soi, la développer, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose où on va repuiser dans ses fondements, dans les fondements de ce qui nous tient, de ce qui nous aligne, à savoir nos valeurs, de quoi en fait restaurer quelque chose en l'évoquant dans notre présent et pour notre futur. Ce qu'on appelle les valeurs, ça peut être assez vaste et c'est vraiment propre à chacun. Pour certaines personnes, les valeurs, ce sera par exemple l'importance qu'on va accorder à la situation financière. Ça peut être une valeur. Je le précise parce que souvent derrière le mot valeur, on va forcément penser à des choses éthiques, morales,
Je te cache pas que moi, c'est plutôt le type de valeurs vers lesquelles je vais me tourner en faisant ce genre d'exercice. Pour moi, je parle, ce sont les valeurs qui vont être les miennes. Mais, et c'est tout aussi valable et respectable, tout le monde n'est pas mu ni porté par la même chose. Offrir la sécurité et la stabilité à sa famille, par exemple, c'est très honorable. Et pour beaucoup de gens, c'est une valeur essentielle, primordiale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément aller chercher des choses faire des choses gentilles, etc., etc. Ça peut être très pratique, les valeurs. Une fois tout ça présenté, donc du coup je te déconseille vivement de pratiquer cet exercice. Je vais même me dispenser pour une fois de te faire un peu les recommandations de Vivance, tout ce qui concerne l'installation, etc., etc. Je vais juste l'animer pour qu'il existe en tant qu'exemple. Et si ça t'intéresse, tu peux l'écouter pour savoir évidemment à quoi t'attendre si jamais tu participes à un protocole de sophrologie dans lequel cet exercice est intégré. Dans l'animation de base, tu le verras si tu écoutes, il y a vraiment des mots-clés qui font écho à ce qui a manqué à Daenerys. Par exemple, prendre conscience de sa place comme sujet responsable, évoquer la capacité de confiance en soi et en la vie, et pas en la mort, évoquer sa capacité d'harmonie avec soi-même et avec les autres, sa capacité à garder espoir dans des projets positifs et en l'avenir. Tu vois, tout ce qui a manqué, tout ce qui a été effacé au fur et à mesure de la route de Daenerys, alors qu'elle était très bien partie vers cet objectif. C'est un exercice que l'on commence assis, mais tu vas voir que ça bouge pas mal en cours de route. On se lève, on se rassied, etc., etc. Évidemment, on commence donc par se décontracter en position assise. On laisse les jambes bien souples, on assure bien la posture de ses fessiers sur la chaise, on repose le dos gentiment, mollement sur le dossier, on détend bien ses bras, on baisse ses épaules, on laisse les mains reposer doucement sur les cuisses, on détend le cou, on laisse la tête s'alourdir légèrement et tu peux fermer les yeux. Prends le temps de ressentir tout le corps détendu et relâché. À présent, évoque les êtres qui te sont chers. Imagine leur visage, leur sourire. Ressens le positif que cela te procure. Et laisse venir à toi l'image d'objets que tu aimes. Identifie le lien qui t'unit à eux. Ressens le positif que cela te procure. Évoque maintenant tes projets à court terme, à long terme. Perçois encore le positif que cela te procure. Ressens tout ce positif en toi. Avance maintenant légèrement sur le bord de la chaise. Écarte un peu tes jambes en abaissant les genoux et en ramenant les pieds légèrement sous la chaise. Garde le dos bien droit et pose un point, n'importe lequel, sur le nombril et amène l'autre main pour envelopper le point. Relâche tes épaules, incline légèrement le menton vers le bas. Entrouvre tes yeux pour observer ton environnement. Observe les personnes autour de toi s'il y en a, les objets qui t'entourent.
Maintenant ferme tes yeux pour observer ton monde intérieur. Écoute les bruits de ton corps. Écoute ta voix intérieure. Alterne maintenant doucement l'ouverture et la fermeture de tes yeux. Porte un regard bienveillant sur ton environnement et sur ton monde intérieur. Observe-les à chaque fois comme si c'était la première fois. Laisse-toi vivre l'émerveillement du moment. Et maintenant, lève-toi, les pieds parallèles écartés à la largeur du bassin. Tu peux fléchir légèrement les genoux. Redresse le dos, pose un poing sur le nombril et amène l'autre main par-dessus pour l'envelopper. Pense à baisser tes épaules, penche légèrement la tête en avant, ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration abdominale. À présent, tu vas doucement tourner la tête de gauche à droite. Entrouvre légèrement tes yeux et balaie du regard les personnes ou les choses qui sont autour de toi. Observe ton environnement. Maintenant, tourne doucement la tête de gauche à droite et ferme tes yeux. Imagine ton monde intérieur. Écoute ta voix intérieure. Et ramène ta tête en position droite. Prends le temps d'accueillir tes ressentis. Je te propose maintenant de changer d'angle de ton observation. Pour cela, tu vas doucement basculer la tête d'avant en arrière. Entrouvre tes yeux et balaie d'un regard vertical les personnes ou les choses qui t'entourent. Observe ton environnement. Maintenant, tu vas doucement baisser la tête. Ferme tes yeux et imagine ton monde intérieur. Écoute ta voix intérieure et ramène la tête en position droite. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Et tu peux relâcher les bras le long du corps. Évoque à présent une ou plusieurs valeurs qui sont les tiennes. Laisse venir à toi ce qui te tient à cœur, ce qui est important à tes yeux. Accueille sans jugement les valeurs qui se présentent. Ferme les poings comme pour les tenir solidement. Et cherche maintenant à t'en imprégner. Pour cela, évoque mentalement une valeur particulière en levant tes bras à la verticale pour former comme un V
et inspire profondément par le nez. Étire-toi en ouvrant tes mains et en bloquant quelques instants ta respiration. Penche la tête légèrement en arrière en soufflant par la bouche. Et imagine cette valeur s'imprégner dans tout ton corps. Maintiens la position quelques instants. Tu peux laisser le regard mi-clos, fermé, intermittent. Et referme tes yeux, laisse descendre tes bras en imaginant cette valeur s'ancrer dans ton corps. Sens cette valeur dans les battements de ton cœur. Sens cette valeur dans ta respiration. Accueille cette valeur en toi. Imagine-la qui te renforce. Et recommence une deuxième fois, en laissant peut-être une nouvelle valeur émerger cette fois. Lève tes bras à la verticale en V en inspirant par le nez. Étire-toi en ouvrant tes mains et en bloquant quelques instants ta respiration. Penche la tête légèrement en arrière en soufflant par la bouche. Et imagine cette valeur s'imprégner dans tout ton corps. Maintiens la position quelques instants, le regard intermittent pour te l'approprier. Et ferme les yeux et laisse descendre tes bras en imaginant cette valeur s'ancrer dans ton corps. Sens cette valeur prendre place dans tes idées, dans tes raisonnements. Accueille cette valeur dans tout ton être. Imagine-la qui te renforce. Tu peux laisser venir encore une autre valeur ou travailler avec la même. Et je te laisse recommencer une dernière fois à ton rythme. Accueille la présence de ces valeurs. Sens-les s'inscrire en toi. Et maintenant, assieds-toi à l'avant de ta chaise. Comme tout à l'heure, écarte légèrement les jambes en abaissant tes genoux et en ramenant les pieds un peu sous la chaise. Garde le dos droit, pose un poing sur ton nombril et amène l'autre main par-dessus comme pour l'envelopper. Relâche bien tes épaules, incline légèrement le menton vers le bas. Garde les yeux fermés. Prends le temps d'accueillir tes ressentis. Prends conscience de ces valeurs dans ton corps. Installe-toi à nouveau confortablement sur la chaise, le dos droit, les épaules relâchées. Laisse les bras se déposer naturellement sur tes cuisses. Aligne ta tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et garde encore les yeux fermés. Accueille la présence de ces valeurs dans ton quotidien. Prends conscience des valeurs qui t'animent et qui t'habitent. Maintenant, je te propose de vivre en marchant
la rencontre de ses valeurs avec l'extérieur. Pour cela, installe-toi debout, les pieds parallèles, écartés la largeur du bassin. Redresse ton dos, pose un poing sur le nombril et dépose l'autre main par-dessus. Abaisse tes épaules, penche légèrement la tête en avant et entrouvre tes yeux. À mon signal et à mon signal seulement, tu avanceras le pied droit en inspirant par le nez. Puis, tu maintiendras l'équilibre entre les deux pieds en bloquant ta respiration. Et ensuite, tu ramèneras le pied gauche à hauteur de ton pied droit en soufflant par la bouche. Puis tu avanceras le pied gauche en inspirant par le nez. Tu maintiendras l'équilibre entre les deux pieds en bloquant ta respiration. Et tu ramèneras le pied droit à hauteur du pied gauche en soufflant par la bouche. C'est à toi. Avance ton pied droit en inspirant par le nez. Maintiens l'équilibre sur les deux pieds en bloquant ta respiration. Et ramène le pied gauche à hauteur du pied droit en soufflant par la bouche. Avance le pied gauche en inspirant par le nez. Maintiens l'équilibre sur les deux pieds en bloquant ta respiration. Et ramène le pied droit à hauteur du pied gauche en soufflant par la bouche. Et continue à ton rythme. Reste bien présent ou présente à chacun de tes pas. Porte un regard neuf sur ton environnement, sur les autres. Porte un regard neuf sur tes relations. Vis la concrétisation de ces valeurs à chaque pas. Imagine que tu marches au-delà de cette pièce. Explore tes valeurs à chaque pas. Marche porté par tes valeurs. Et termine doucement ta marche en retournant à ta place. Assieds-toi confortablement sur la chaise, le dos droit, les épaules relâchées. Laisse tes bras se déposer naturellement sur tes cuisses. Aligne ta tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et garde les yeux fermés. Prends le temps d'accueillir les sensations de cette marche. Sens la présence de tes valeurs qui te renforcent. Perçois la cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais. Prends conscience de ta place dans l'existence. Vis tes choix, tes actes en cohérence avec tes valeurs. Prends conscience de ta place comme sujet responsable. Évoque tes capacités de confiance en toi et en la vie. Évoque tes capacités d'harmonie avec toi-même et avec les autres. Évoque tes capacités d'espoir dans des projets positifs et dans l'avenir. Tu
peux reprendre contact avec les points d'appui de ton corps. Inspire profondément pour te dynamiser. Et souffle fortement par la bouche. Reprends une respiration naturelle. Bouge légèrement les pieds, les mains. Prends le temps de t'étirer, de bâiller si tu en as envie. L'exercice est terminé. Tu peux ouvrir les yeux. Si tu es arrivé jusque-là, mon pompon, déjà félicitations. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.